Valbonne, nos ancêtres, quand ils sont arrivés d'Italie, hein, nos grands-pères étaient des bûcherons. Et ça, c'était le type de hache avec lesquelles ils coupaient les arbres. Il y a aussi un modèle un petit peu plus grand, et il y avait une grande scie également qui s'appelle une loube. Une loube, c'était une scie très très grande avec des dents immenses. Moi j'ai vu, j'ai entendu mes grands-pères travailler avec cette scie. Voici un modèle de poudière italien. Là, avec ça, nos grands-pères confectionnaient des fagots de bois pour les boulangeries. N'est-ce pas? Ils faisaient des fagots tous les jours, 30, 40 fagots, parce qu'il fallait alimenter les fours à bois pour faire le pain. Et avec ça, eh bien, ils nettoyaient, ils coupaient les branches de pin, le myrte, le ciste, et ils faisaient les fagots. Ensuite, ils les déposaient à l'entrée du village et les boulangers venaient chercher les fagots. Voilà. Ça, c'est une plane. Ce petit appareil sert à peler le bois. À l'époque, quand les bûcherons livraient le bois à Valoris pour la poterie, on ne devait pas livrer le pin, l'arbre, le pin, avec l'écorce. C'est pas possible parce que ça fume trop. Alors, avec cet appareil, on pèle le pin, on tourne le morceau de bois d'un côté puis de l'autre, et il fallait tout le peler. Le chêne, non, ça ne se pèle pas. Mais le pin, il fallait obligatoirement le peler, autrement il ne le prenait pas. Le type de merlin de l'époque, avec lequel on fendait le bois. C'est donc ici un manche, et on pose le rondin de bois, et avec ça, on frappe le bois, et on ouvre le rondin en 2 ou en 3, suivant la taille du rondin. On fait plusieurs morceaux. Et ça c'est très très lourd. C'est fait parce que pour éclater le bois, il faut que ce soit lourd. Donc on fait ça et on frappe sur le tronc. Quand les bûcherons arrivaient en forêt, avec leur attelage, c'est-à-dire cette grande charrette tirée par 2 ou 4 mulets, et ça c'est une petite roue de charrette. Parce que moi j'en ai vu des roues de charrette comme ça, encore beaucoup plus grandes, énormes. C'était ça qui soutenait tout le bois. Et cette charrette, elle descendait à Valoris, elle allait même plus loin, même beaucoup plus loin, Antibes et plus loin, et ils transportaient le bois aller-retour. C'était énorme, donc il fallait vraiment des roues. D'ailleurs, on voit ces cerclés de fer. Hein. Sur ces grandes charrettes, on mettait 2 à 3, 4 stères de bois. Et quelquefois, bon, il y avait un petit souci, les hommes se servaient de cet appareil pour lever la roue de la charrette, mettaient une cale sous la roue, et les chevaux tiraient et ils dégageaient le charreton. Bon, ici on a plusieurs modèles de scies, hein. 1, 2, 3. Alors les scies, avec scies, on sciait le bois, donc comme ça. Hein. On avait un chevalet, on mettait le bois sur le chevalet et on sciait le bois. Donc, parce qu'à l'époque, on n'avait que des cuisinières à bois à la maison. C'est avec ça que l'on faisait, que nos grands-mères faisaient la cuisine. Donc on faisait du bois tous les jours, tous les jours. Avec ma grand-mère, on partait du village, on allait jusque sur la route de Roquefort. Actuellement, il y a la Véronnière. À l'époque, ça s'appelait la forêt de Picounillo. Et on allait donc faire des gros fagots. On confectionnait des gros fagots qu'elle mettait sur sa tête. Donc de la route de Roquefort jusqu'à Valbonne, aller-retour, on ne croisait aucune voiture. Et après, quand on rentrait à la maison, donc moi j'avais des petites scies, je coupais le bois pour ma grand-mère. 2 rabots que l'on utilisait à Valbonne, c'était la famille Roux, qui était le menuisier du village. Et les rabots, donc ils travaillaient avec ça, le rabot, ça se travaillait comme ça, n'est-ce pas? Hop, pour raboter les planches, ils faisaient tout avec les manches, les outils, ça servait à tout ça. Ça c'est une fourche pour faire le foin, hein, quand on a coupé l'herbe. Donc avec ça, on retourne l'herbe pour la faire sécher. Et également, on fait les meules de foin ou de paille avec cette fourche. Voilà. Ça
C'est un bois, c'est du frêne. C'est un bois très tendre. Avec le frêne, on fait également les couteaux en bois, les manches des outils. On fait beaucoup de choses parce que c'est un bois. Mais ça, c'est travaillé, c'est déjà préparé depuis des années à l'avance. C'est une repousse, c'est fait dans l'arbre. Ensuite, cette pousse, la repousse, on choisit 3 branches, tout le reste, on le supprime. Et quand on a cette forme-là, on coupe au pied et on laisse sécher. Mais évidemment, on le pèle, hein. On enlève l'écorce. Parce que l'écorce, il faut l'enlever pour que ça sèche. Voilà. À l'époque, on faisait les agriculteurs ou dans les fermes, tous les outils étaient faits comme ça, en bois. Ils faisaient tout eux-mêmes. Hein. On n'achetait rien, il n'y avait pas d'argent. Et d'abord, il n'y avait pas de coopérative agricole, il n'y avait rien. Donc on faisait les outils nous-mêmes. Les hommes, même les femmes, elles travaillaient la terre avec le bécu, donc elles étaient vraiment penchées pendant des heures. C'était très très dur. Avec ça, on travaillait le pied des vignes, la rose centifolia, on préparait le potager. Donc ça, c'était un outil vraiment indispensable que tout agriculteur, tout paysan utilisait. Et il y avait également ce modèle. Il y avait donc 2 modèles. Mais c'était très très dur pour le dos. Hein. Alors ça, c'était le modèle de pioche de l'époque. Je vous garantis que si vous travaillez toute la journée avec cette pioche, c'est très très lourd. Hein. Alors aujourd'hui, les pioches sont beaucoup plus petites. Hein. Bon, c'est normal, c'est plus facile. Mais à l'époque, c'était très très dur. Très très dur. C'est très lourd. Alors cette tarière, ça sert à faire les trous. On perçait les souches, parce qu'il y avait des souches, il y avait des arbres qu'on ne voulait plus. Donc on faisait un trou dedans, et comme ça la souche, elle mourait. Ou bien percer un trou dans un arbre ou dans un tronc. Voilà, ça servait à ça, hein, une tarière. Alors, ici c'est la faux classique que beaucoup d'entre nous avons connue. Hein. C'est la faux avec laquelle on coupait l'herbe pour les animaux, hein, pour nourrir les animaux, couper le foin, donc on coupait l'orge, le blé. Et ici vous avez, on plantait ça dans le sol, on mettait la faux là-dessus et on tapait la lame pour affûter la faux. Comme ça. Voilà. La lame venait ici, dessus, et on tapait la lame parce qu'il arrivait, bien entendu, qu'on prenait des cailloux. Hein. C'était pas des prairies sans cailloux. Donc la faux, elle s'abîmait, elle avait des dents, et on l'a réparée avec ce petit marteau. Là, on a des tailles différentes de faucilles. Cette faucille, la grande faucille, servait à couper le blé pour faire la farine et le pain, et également couper l'orge pour les animaux. Et ces petites faucilles servaient à couper l'herbe pour les animaux, mais surtout pour les lapins. L'herbe pour les lapins, on allait la chercher dans la campagne, parce qu'à Valbonne, à l'époque, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de villa comme aujourd'hui. Alors on montait le chemin du Tameillet, il n'y avait aucune maison. Et actuellement, là où se trouve l'école des Campunes, c'était un très grand pré et il n'y avait que de l'herbe. Et cette herbe, on la coupait pour les animaux. Et le blé et l'avoine étaient sur les restanques, sous les oliviers. Voilà un magnifique collier que l'on mettait autour du cou ou d'un mouton ou de la chèvre. En général, on mettait ça sur le leader qui menait le troupeau. Donc on voit le collier confectionné à la main. Hein. Voilà le modèle de couteau-ci de l'époque. Très petit, hein, mais c'est efficace. Donc hop, on le fermait, on le mettait dans la poche. Et donc avec ça, on allait partout. Il se servait même pour faire les fagots, pour couper les branchettes. Et ça c'est un greffoir, parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui encore, on greffe la vigne, les arbres fruitiers, donc on greffe tout avec ça. On ouvre donc la partie
que l'on veut greffer, et à l'intérieur on met le greffon. Voilà. C'est comme ça que l'on greffe. Mon grand-père Primo, il greffait tout. À l'époque, on greffait tout. Voilà. Alors ça, c'était les toutes premières souffreuses de l'époque que mon grand-père utilisait. Alors le soufre se mettait surtout sur les vignes quand il y avait les problèmes, parce que la vigne est très sensible à l'humidité, à la chaleur et à la pluie, donc elle attrape la maladie. Alors on mettait le soufre à l'intérieur, on souffrait les feuilles et au pied de la vigne. Ça, c'est un modèle beaucoup plus récent de souffreuse, d'ailleurs ça se voit, il est en plastique, hein. À l'époque ils étaient en fer, et c'était quand même plus pratique parce qu'il y avait un tube beaucoup plus long, et ça permettait de souffrer toute la vigne, donc voilà, c'était vraiment très très pratique. Et d'ailleurs, on utilisait moins de soufre. Tu la vois? Ah là, la sulfateuse à bras, donc on mettait à l'intérieur le produit, n'est-ce pas, que l'on faisait tremper la veille. Dans les campagnes, il y avait des petits réservoirs. On mettait l'eau et à l'intérieur, on mettait le produit avec lequel on sulfatait les vignes. Ça, c'était on pompait et on sulfatait. Normalement, il y a un bras qui vient avec un petit tuyau et on arrose toute la vigne. Voilà. C'est assez lourd, hein, je veux dire. Quand c'est plein, c'est lourd. Ouais. Voici deux exemplaires de sécateurs que l'on utilisait à l'époque pour tailler donc les plantes, surtout pour tailler la vigne. Tous ceux qui avaient des vignes à Valbonne, les femmes, les enfants, dès l'âge de 10-12 ans, on apprenait à tailler. Hein. Nos grands-pères, ils nous montraient comment on taillait la vigne. Hein. Deux bonbonnes qui appartenaient à mes grands-pères, Gigliarco Nardi et l'autre Primo Lanini. Tous les deux avaient un morceau de terrain avec les vignes et ils faisaient les vendanges dans la rue. On allait chercher le raisin à la campagne avec une petite charrette et dans les rues du village, il y avait le pressoir qu'on entendait, que les Valbonnais se prêtaient, ils se passaient les uns aux autres et ils faisaient leur vin, uniquement du vin rouge qu'ils faisaient eux-mêmes. Mon grand-père avait un cellier et il allait donc remplir la bonbonne qui est ici. Il mettait le vin là pour la semaine. Et il avait un cellier avec un tonneau d'une centaine de litres. Cet entonnoir servait à remplir le tonneau. On le posait comme ça dans le tonneau. C'est pour ça qu'il a cette forme, parce qu'il posait. Et on remplissait le vin à l'intérieur. Voilà. Et il remplissait une bonbonne avec cet entonnoir, le vin que l'on utilisait à la maison pour les repas. Voilà. Alors ce modèle de fourche servait à ramasser ou du gravier ou des cailloux et également la raque. Après la vendange, on récupère donc le raisin. Et ce qui reste, on ramasse avec ça. Et avec la raque, on fait de l'eau de vie. Hein. C'est le marc. L'école des filles s'appelle la Touraque, parce que là, on vendangeait et il y avait une montagne de raque. Donc c'était le reste de la pulpe du raisin. L'appareil, qui était vraiment très ingénieux, servait à laver les bouteilles. À l'époque, on passait un petit goupillon à la main, donc les bouteilles n'étaient pas toujours très très bien lavées. Avec cet appareil, on passait ce tube dans la bouteille, on tournait la manivelle et la bouteille était entièrement lavée, puisque les bouteilles étaient continuellement utilisées. Une bouteille servait pendant des semaines et des semaines, donc il fallait les laver et les faire sécher. Et cet appareil servait à ça. Donc là, on a le moulin à café classique de l'époque. Hein. On mettait le grain, on tournait le moulin,
On entendait le bruit avec le grain qui était écrasé, donc c'était courant, c'était tous les jours, hein, le café. À cette époque, on avait des grandes cheminées, et ça c'était le modèle, le chenet qui servait. On mettait la grille dessus, qui retenait la braise, et dessus on faisait cuire. Voilà, ça c'est le modèle de chenet. L'âtre était immense, très profonde. Alors on ne pouvait pas se mettre tout près pour faire chauffer un bouillon ou quelque chose. Alors on mettait le liquide là-dedans, et on mettait ça dans l'âtre, dans le feu, et on faisait chauffer donc la soupe ou autre chose avant de servir. Voilà, ça servait, c'était à ça, pour ne pas se brûler. Alors ça c'est le type de balance qu'on utilisait dans les commerces à Valbonne. Il y avait très peu de commerces, donc ils avaient ce type de balance avec les tout petits poids. Voilà, n'est-ce pas? Hop, les tout petits poids. Même ma grand-mère avait une balance quand elle pesait la farine pour faire les gâteaux ou les tourtes. Donc on avait les mêmes balances. Ce thermomètre servait, surtout quand on faisait la confiture, à regarder le nombre de degrés. C'était très important de ne pas faire trop cuire la confiture. Alors on regardait le nombre de degrés et on arrêtait le feu. Voilà. Donc on allait chercher l'eau à la fontaine et on se servait de ce broc pour se verser l'eau à midi pour les repas ou le soir pour faire la toilette et avec la louche. Donc on s'en servait modérément, hein, on ne gaspillait pas l'eau et donc c'était vraiment, on se servait minutieusement de l'eau. Ouais. Voilà, magnifique. Voilà. La balayette de l'époque, fait maison, hein. Les hommes, dans les fermes, ils faisaient tout eux-mêmes. Hein. Les balayettes, comme on vient de le voir, les manches des outils, et avec le frêne. Et ça, on prenait la paille et on faisait les balayettes. Et c'est fait maison, hein. C'est magnifique. Comme ça. Regardez ce travail, c'est superbe. Alors là, je vous présente deux fers à repasser de l'époque, n'est-ce pas? Nos grands-mères, parce qu'à l'époque, on repassait les draps, tout le linge, les torchons, et en même temps, quelquefois, quand il faisait très froid en hiver, on mettait ça sur la cuisinière à bois, et quand le fer était chaud, elle l'enveloppait dans un ou deux torchons, et on mettait ça dans le lit, et on chauffait le lit, les draps, parce que c'était humide, hein, il n'y avait pas de chauffage. Le chauffage, c'était uniquement dans la cuisine. Quand on sortait de la cuisine, c'était glacial. Donc, voilà, c'était des fers à repasser qui servaient de chauffage. Voilà, on a le berceau de l'époque. Moi, je n'ai pas connu, mais je sais qu'à la campagne, à l'intérieur, on mettait la paille et le tissu dessus. Et le bébé, eh on le mettait là, dans le berceau. Et la maman, pendant qu'elle travaillait, avec son pied, elle berçait son enfant et il s'endormait. Dans les campagnes, ou même surtout en montagne, tout le monde avait sa paire de sabots pour les enfants, adultes. Ça, c'est certainement du bois de châtaignier. C'est un bois très très solide et en montagne, donc le châtaignier, c'est un arbre qui était très commun. Et voilà. Et les hommes fabriquaient leurs sabots, c'était les chaussures. On était vraiment isolés du froid et de l'humidité. Et en été, on mettait les pieds nus dans les sabots, direct dans les sabots. Mais autrement, on mettait des bandelettes. Même les enfants, ils avaient des petites bandelettes parce qu'il n'y avait pas de chaussettes. Donc on mettait un morceau de linge dans le fond, de la paille ou du foin. On mettait les pieds dans la paille ou le foin et on mettait une bande ou deux autour des pieds et on mettait les pieds à l'intérieur. Voilà. Moi, je ne me suis pas servi de cette lampe, mais mes grands-pères, oui. Parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés à Valbonne, il n'y avait pas de lumière dans les rues. C'était là, noir. Et donc,
Cette lampe, il s'en servait pour circuler dans le village. Voilà, donc on peut l'ouvrir, tu vois. Donc, tu allumes là, tu allumes, toc, et tu fermes pour pas, parce qu'avec le vent, autrement, elle s'éteint. Quand j'étais petit, notre aire de jeu, c'était la place du village. Et en dehors de la place du village, on n'osait pas aller dans les rues, tellement c'était sombre. Et quand on sortit du village, il n'y avait plus de lumière, plus du tout. C'était la campagne, il n'y avait pas d'éclairage sur aucune route. Ni la route de Cannes, ni de Biot, nulle part. C'était la nuit totale.